Mes parents m'ont fait financer et construire une maison, pour moi, puis m'ont expulsé le jour du déménagement pour tout donner à ma sœur. La vengeance est venue quand la maison s'est littéralement effondrée. J'ai utilisé toutes mes économies pour construire une maison d'hôte dans le jardin de mes parents, croyant que c'était pour moi. Au moment où elle a été achevée, mon père m'a tendu mes valises. Ta sœur en a plus besoin que toi, a-t-il dit. J'ai dû m'éloigner en silence, mais une semaine plus tard ils m'ont appelé frénétiquement dès qu'ils ont réalisé ce que j'avais fait. Pendant des années, j'ai fait des choix prudents pour construire un avenir stable. Je n'étais pas négligente avec l'argent. Je n'ai jamais agi de manière irresponsable. J'ai suivi toutes les règles, j'ai tout fait correctement. Quand j'ai finalement accepté que l'achat d'une maison seule était hors de portée, ce sont mes parents qui ont eu l'idée. Construire une petite maison d'hôte sur leur terrain. Ils ont fait que cela semblait idéal. Ce sera à toi pour toujours, m'a dit ma mère. C'est un investissement dans ton avenir, chérie. Et je les ai crus. J'ai mis chaque centime que j'avais dedans. Tous mes week-ends, mon temps libre, travaillant côte à côte avec les entrepreneurs, m'assurant que ce soit fait correctement. J'ai choisi les sols, les armoires, chaque petit détail qui rendait l'espace personnel. Pendant des mois, j'ai imaginé vivre là. Ce n'était pas juste une chambre d'hôte. C'était mon foyer, mon refuge. Puis le jour est arrivé. Le jour du déménagement. Mais au lieu d'une clé, mon père m'a décontractément tendu mes valises et a dit les mots qui me donnent encore la nausée. Ta sœur en a plus besoin que toi. Comme ça, de nulle part. Comme si je ne signifiais rien. Ce qui m'a le plus blessé était à quel point ils ont rendu ma disparition normale. Il n'y a pas eu de regret, pas de pause. Ils avaient pris la décision bien avant que je le sache. Je suis restée là abasourdie, espérant à moitié qu'ils me sourient et disent que c'était une blague. Mais il ne l'a pas dit. Je me suis tournée vers ma mère, espérant voir quelques remords, quelques doutes. Elle a juste soupiré et souri, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Tu es jeune, Émilie. Pas de mari, pas d'enfant. Tu te relèveras. Mais ta sœur ? Cela lui donnera un nouveau départ. Mon estomac s'est serré. Vous aviez promis que ce serait à moi, ai-je dit, la voix tremblante. Maman a laissé échapper un autre soupir comme si j'étais irrationnelle. Ça fait encore partie de la famille, chérie. Et la famille aide la famille. J'ai regardé ma sœur, pas même une trace de culpabilité sur son visage. Je veux dire, tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas ? A-t-elle dit en haussant les épaules. Et ce n'est pas comme si tu payais un loyer ou quelque chose comme ça. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absolument absurde. J'avais tout payé. Les coûts de construction, les matériaux, la main-d'œuvre, les appareils électroménagers, chaque chose. Tout l'argent était le mien. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il me faisait passer pour égoïste de vouloir vivre dans l'espace que j'avais moi-même créé. Je voulais crier, réagir, revendiquer ce qui était mien par droit. Mais quand j'ai regardé leur visage, j'ai réalisé que ça ne servirait à rien. Ils avaient pris la décision bien avant. Ils n'avaient jamais eu l'intention que j'y vive. Ils avaient juste besoin que je la construise. Je ne me souviens même pas d'avoir fait mes valises. Je me souviens seulement de m'être éloignée, laissant derrière moi le foyer que j'avais construit de mes propres mains. Pas de discussion, pas de cris. Juste le silence. Je suis juste partie. Et je pense que cela les a plus confondus que toute autre chose. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que je supplie, que j'essaie de négocier, que je me batte pour quelque chose qui était déjà à moi. J'étais trop fatiguée. Alors je suis partie. Et c'est alors que le vrai silence a commencé. Au début, ils n'ont pas appelé, n'ont pas vérifié. Je pense qu'ils supposaient que je reviendrais en rampant. Peut-être pensaient-ils que je changerais d'avis et proposerais juste de partager la maison d'hôte avec ma sœur. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai coupé le contact. Pas de manière officielle, dramatique. J'ai simplement cessé d'être disponible. Et j'ai attendu. Parce que, au fond, je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais qu'ils avaient économisé sur certains points. J'avais été si prudente, choisissant les entrepreneurs, m'assurant que tout soit fait correctement. Mais à la fin du processus, mon père avait décidé d'économiser en engageant son propre homme pour finaliser certains des détails finaux. Des choses comme la plomberie, l'électricité, la dernière couche de peinture. J'avais dit à mon père que c'était une erreur. J'avais demandé qu'il laisse les professionnels finir. Mais il avait ri. Émilie, tu t'inquiètes trop. Mon gars sait ce qu'il fait.
En plus, pourquoi dépenser plus d'argent? J'avais laissé tomber. Après tout, j'allais être résidente. Si quelque chose tournait mal, je m'en occuperais. Mais maintenant? Maintenant c'était le problème de ma sœur. Une semaine plus tard, les appels ont commencé. D'abord ma mère. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis ma sœur. J'ai ignoré. Puis mon père. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone, j'avais 6 appels manqués. J'ai finalement écouté le message vocal de ma mère. Sa voix était tendue, irritée, nullement apologétique. Émilie, je ne sais pas si tu as fait quelque chose ou si tu savais quelque chose, mais la maison d'hôte a un problème sérieux. La plomberie fuit dans les murs. L'électricien a dû se tromper quelque part parce que l'électricité continue de tomber en panne et il y a une odeur terrible qui vient de quelque part à l'intérieur. Ta sœur ne peut même pas encore emménager. Nous devons parler. J'ai écouté 2 fois. Puis j'ai raccroché. Non pas parce que j'avais fait quelque chose, non pas parce que j'avais planifié. Mais parce qu'ils se l'étaient fait à eux-mêmes. Au moment où je suis partie, ils ont réalisé à quel point ils avaient besoin de moi. Et je ne reviendrai pas. J'ai ignoré le message vocal de ma mère. Non par mesquinerie, non parce que je voulais me venger, mais parce que pour la première fois de ma vie, ce n'était pas mon problème. Je n'avais rien fait dans cette maison. Je n'avais pas saboté, je n'avais rien laissé d'inachevé. La seule chose que j'avais faite était de m'éloigner. Et maintenant, une semaine plus tard, elle s'effondrait déjà. Je me suis assise avec mon téléphone sur les genoux, regardant les appels manqués. Je savais que je devais ressentir quelque chose. Satisfaction, colère, soulagement. Mais pour la plupart, je me sentais juste vide. Parce que ce n'était pas seulement à propos de la maison. Ce n'était pas à propos de l'argent que j'avais dépensé ou du temps que j'avais perdu. Il s'agissait de tout ce qui avait mené à ce moment. Parce que, au fond, j'avais toujours su. Ma famille ne m'avait jamais traité de la même façon qu'elle traitait ma sœur. Mais je m'étais convaincue que si je travaillais assez dur, si j'étais assez utile, si j'étais assez bonne, ils me verraient comme également importante. J'avais passé toute ma vie à essayer de me prouver à des gens qui ne me choisiraient jamais. Et ça, c'était juste la preuve finale. Parce que j'avais littéralement construit un foyer pour moi-même dans leur monde. Et au moment où il a été achevé, ils m'ont expulsé comme si je n'étais rien. J'ai éteint le téléphone et me suis laissé me souvenir. Ça a commencé quand nous étions enfants. Ma sœur Lisa était la plus jeune. Elle ne pouvait rien faire de mal. Si nous nous disputions, la faute était toujours la mienne. Si quelque chose se cassait dans la maison, Lisa pouvait mentir à mes parents en face et ils trouveraient encore un moyen de me blâmer. Elle est plus jeune que toi, Émilie. Tu dois donner l'exemple. Tu es juste difficile. J'ai appris dès le plus jeune âge que Lisa n'avait pas besoin d'assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Parce qu'on attendrait toujours de moi que je répare les choses. Je ne peux même pas compter combien de fois elle a perdu quelque chose. Son téléphone, son portefeuille, même son passeport une fois. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais envoyée pour réparer. Mais la pire partie, elle n'était jamais reconnaissante. Même pas quand je l'ai couverte, quand elle a séché les cours, même pas quand je lui ai donné de l'argent, quand elle avait dépensé toute son allocation. Même pas quand elle a accidenté ma voiture et a menti à mes parents que c'était de ma faute. Et mes parents, ils ne se souciaient jamais de la justice. Ils se souciaient de garder Lisa heureuse. Et la garder heureuse signifiait que je serais toujours sacrifiée. Même quand nous avons grandi, le schéma n'a jamais changé. Lisa a obtenu son diplôme universitaire avec des notes moyennes, mais mes parents parlaient d'elle comme si elle était un génie. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, et ils l'ont à peine mentionné. Lisa a obtenu un emploi à temps partiel dans un magasin et ils ont célébré comme si elle était devenue PDG d'une multinationale. J'ai travaillé 2 emplois pendant l'université, j'ai obtenu mon diplôme sans dette et j'ai obtenu un poste stable dans une entreprise respectable, et mon père a juste dit « C'est bien, Émilie », avant de changer de sujet. La disparité était si flagrante que même les étrangers la remarquaient. Je me souviens d'une fois, lors d'une réunion de famille, ma tante a commenté comme c'était impressionnant que j'ai réussi à acheter ma propre voiture à 22 ans. Avant que je puisse répondre, ma mère a interrompu « Eh bien, Lisa va aussi avoir une nouvelle voiture bientôt. Nous l'aidons parce qu'elle en a vraiment besoin pour son nouveau travail. » Lisa avait 25 ans à l'époque et n'avait jamais même essayé d'économiser pour quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé l'épine dorsale. Mes parents ne favorisaient pas seulement Lisa, ils me diminuaient activement pour l'élever. Chacune de mes réalisations était minimisée ou ignorée,
tandis que chaque petit progrès d'elle était magnifié et célébré. C'était comme s'il existait un quota fixe de fierté parentale, et tout devait aller à elle. Et Lisa? Lisa a appris à utiliser cela. Elle savait exactement comment manipuler la situation. Quand elle voulait quelque chose, elle mentionnait simplement comment j'avais toujours eu plus de chance, ou comme c'était difficile de rivaliser avec moi. Mes parents entraient immédiatement en mode de compensation, lui donnant quoi que ce soit qu'elle demandait. Un meilleur appartement? Pauvre Lisa, elle mérite quelque chose de beau aussi. Un prêt pour un voyage? Émilie arrive toujours à voyager, Lisa devrait pouvoir faire de même. Ce qu'il ne comprenait pas, ou refusait de comprendre, était que j'y arrivais à ces choses parce que je travaillais pour elle. J'économisais chaque centime, je faisais des heures supplémentaires, je renonçais aux sorties et aux achats pour pouvoir me donner ces expériences. Lisa étendait simplement la main et recevait tout gratuitement. Puis vint son divorce. Lisa s'est mariée à 23 ans avec un type que nous savions tous être problématique, mais quand j'ai essayé d'exprimer mes préoccupations, j'ai été appelée jalouse. « Tu es juste jalouse parce que Lisa a trouvé quelqu'un et toi non », a dit ma mère. 2 ans plus tard, quand le mariage a implosé parce qu'ils dépensaient tout leur argent en Paris, soudain j'étais la sœur solidaire qui devrait être là, pour Lisa. Ce n'était pas seulement du soutien émotionnel qu'ils attendaient. Ils voulaient que je l'aide financièrement, que j'offre ma maison quand elle avait besoin d'un endroit où rester, que je prenne soin d'elle comme si elle était ma fille au lieu de ma sœur plus jeune de seulement 3 ans. Et quand j'ai hésité, quand j'ai dit que j'avais aussi mes propres responsabilités, le regard de déception sur leur visage était dévastateur. La famille, c'est la famille, Émilie, a dit mon père, comme si c'était une explication suffisante pour que j'abandonne ma vie pour leur commodité. Lisa traverse une période difficile. Tu as la stabilité. Tu peux aider. Toujours moi qui devais aider. Jamais Lisa qui devait se responsabiliser. Jamais mes parents qui devaient arrêter de la gâter. Toujours Émilie qui devait être l'adulte dans la situation. Puis vint l'idée de la maison d'hôte. Au début, j'étais sceptique. Pourquoi se soucierait-il soudain de m'aider? Mais ma mère était convaincante. Nous voulons que tu aies la sécurité, chérie. Et ainsi tu seras encore proche de la famille. Mon père a acquiescé, disant comment cela avait du sens financièrement pour tout le monde. J'aurais dû remarquer quand ils ont insisté pour que le projet soit flexible, qu'il puisse servir pour les hôtes ou la famille si nécessaire. J'aurais dû questionner quand ils ont suggéré que nous n'avions pas besoin de contrat ou de documentation formelle parce que nous étions famille. J'aurais dû me méfier quand ils sont devenus évasifs sur les détails légaux de la propriété. Mais j'étais désespérée de croire que j'étais finalement incluse, que j'étais finalement priorité. Comme j'étais stupide. Ils n'avaient jamais eu l'intention de me donner cette maison. Dès le début, c'était pour Lisa. Ils avaient juste besoin que je la finance et la construise. Parce que bien sûr Lisa avait besoin d'un nouveau départ. Bien sûr ma stabilité signifiait que je pouvais me débrouiller. Bien sûr son divorce était plus important que mon besoin de logement. Dans leur tête, Lisa serait toujours la victime qui méritait d'être sauvée, et je serais toujours la ressource disponible pour le sauvetage. Et la partie la plus révoltante? Ils croyaient sincèrement faire la bonne chose. Ma mère se sentait probablement vertueuse d'aider Lisa. Mon père pensait probablement qu'il était un patriarche sage, gérant les ressources de la famille. Lisa se sentait probablement justifiée de, finalement, recevoir quelque chose qu'elle méritait. Aucun d'eux ne pouvait voir qu'il détruisait une fille pour sauver l'autre. Aucun d'eux ne se souciait assez pour remarquer. Maintenant, assise ici avec mon téléphone plein de messages désespérés, je comprenais finalement. Ils ne m'appelaient pas parce qu'ils avaient de la peine pour moi ou parce qu'ils réalisaient qu'ils m'avaient maltraité. Ils appelaient parce qu'ils avaient besoin de moi pour réparer un autre problème. La maison avait des défauts? Émilie saura comment résoudre. La plomberie fuit? Émilie comprend la construction. La situation est compliquée? Émilie trouve toujours un moyen. Sauf que cette fois, Émilie n'était pas disponible. Et pour la première fois de leur vie, ils devraient faire face aux conséquences de leurs propres décisions sans m'utiliser comme bouclier. Et les appels ne se sont pas arrêtés. Pendant la 2e semaine, mon téléphone sonnait constamment. D'abord vinrent les messages, inquiets, de ma mère, prétendant se soucier de mon bien-être. Émilie, chérie, nous sommes inquiets. Tu ne réponds pas. Nous voulons juste nous assurer que tu vas bien. Comme s'ils s'étaient inquiétés pour moi une fois avant quand j'avais vraiment besoin. Puis vinrent les messages plus directs de mon père. Sa voix dans la messagerie vocale semblait irritée, impatiente. Émilie, c'est ridicule.
Nous sommes une famille. Nous devons parler de la situation de la maison. Tu connais les entrepreneurs, tu sais qui a fait quoi. Arrête d'agir comme un enfant et rappelle-moi. Enfant. J'agissais comme un enfant en établissant finalement des limites. Lisa a essayé une approche différente. Ses messages étaient pleins d'apitoiement sur soi et de manipulation émotionnelle. Et je sais que tu es contrarié, mais s'il te plaît, ne me punis pas pour ça. Je n'ai pas demandé qu'il me donne la maison. J'ai juste besoin d'aide maintenant, tu le sais. Ma vie est un désordre et je pensais que finalement les choses s'amélioraient. S'il te plaît, ne laisse pas notre relation être ruinée à cause de ça. Son audace était impressionnante. Elle n'avait pas demandé qu'il me donne la maison? Elle était littéralement là quand mon père m'a tendu les valises. Elle a fait des commentaires sur comment je n'avais pas vraiment besoin de la maison. Mais maintenant, soudain, elle était une victime innocente dans toute cette situation. Ce qui m'ennuyait le plus était comment il supposait que je reviendrais en courant pour aider. Il n'y avait pas d'excuses sincères, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste l'attente que j'avale mon orgueil et répare un autre désordre qu'ils avaient créé. Mais je n'allais pas revenir. Pour la première fois de ma vie, je tenais ma parole quand je disais « non ». Dans la 3e semaine, les messages sont devenus plus désespérés. Apparemment, les problèmes de la maison empiraient. Au début, c'était juste la plomberie et le câblage électrique, mais maintenant il y avait de la moisissure qui poussait dans les murs à cause de l'humidité, et l'odeur devenait insupportable. Lisa ne pouvait pas emménager, et mes parents dépensaient une fortune en essayant de réparer des problèmes qui se multipliaient chaque jour. Et Emily, cela coûte des milliers de reais, a dit mon père dans un message vocal, sa voix tendue d'une façon que je n'avais jamais entendue avant. L'entrepreneur que j'ai embauché a disparu. Nous ne pouvons même pas le trouver pour réclamer une garantie. Tu connais les gens qui ont travaillé sur la maison originale. Tu as les contrats, les numéros de téléphone. Nous avons besoin de ton aide. Ah, maintenant ils avaient besoin de moi. Maintenant j'étais importante. Maintenant mes connaissances et mes connexions étaient précieuses. Où était cette valorisation quand ils me viraient de la maison que j'avais construite? Et puis vint la révélation qui m'a fait rire à voix haute, seule dans mon petit appartement loué. Ma mère a laissé un long message, clairement stressée, où elle a finalement admis la vérité que je soupçonnais déjà. Émilie, chérie, je sais que tu es contrariée contre nous, et peut-être avons-nous mal géré cela. Mais tu dois comprendre notre position. Lisa était dans un très mauvais endroit après le divorce. Elle parlait de... Eh bien, de choses préoccupantes. Nous avions peur qu'elle fasse quelque chose de drastique si elle n'avait pas l'espoir d'un avenir meilleur. Quand nous avons vu comme la maison devenait belle, nous avons pensé que ce serait parfait de lui donner quelque chose pour quoi vivre. Et tu as toujours été si forte, si capable. Nous savions que tu te remettrais. Là c'était la confession complète. Ils avaient sacrifié mon avenir pour sauver Lisa de ses propres mauvais choix. Et en plus, ils me blâmaient d'être trop forte pour mériter la même protection qu'ils donnaient à elle. La partie la plus malade était qu'ils pensaient probablement que cela me ferait me sentir mieux. Comme si savoir qu'ils m'avaient volé pour prévenir une crise dramatique de Lisa justifiait d'une manière ou d'une autre tout. Comme si ma stabilité émotionnelle était quelque chose pour quoi je devais me sentir coupable, au lieu de fière. Lisa avait toujours été dramatique. Elle avait toujours menacé des choses terribles quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Quand nos parents avaient refusé de payer pour un voyage cher qu'elle voulait faire à 18 ans, elle s'était enfermée dans sa chambre pendant des jours, refusant de manger, disant que sa vie ne valait rien si elle ne pouvait pas avoir de belles expériences. Ils avaient cédé, bien sûr. Ils avaient payé le voyage. Quand son fiancé avait rompu la relation pour la première fois, elle m'avait appelé au milieu de la nuit, pleurant hystériquement, disant qu'elle allait faire quelque chose s'il ne revenait pas. J'avais passé des heures au téléphone avec elle, la calmant, la convainquant que la vie valait la peine. Le lendemain, elle allait bien, sortant avec des amis comme si rien ne s'était passé. C'était toujours comme ça. Drame, menaces, chantage émotionnel suivi d'un rétablissement miraculeux dès qu'elle obtenait assez d'attention. Et mes parents tombaient toujours dans le même piège, couraient toujours pour la sauver de crises qu'elle créait elle-même. Mais cette fois, je ne serais pas le sacrifice sur l'autel de son instabilité émotionnelle. Dans la 4e semaine, ils ont essayé une approche différente. Mon oncle est apparu à la porte de mon appartement. Oncle Robert, frère de mon père, avait toujours été le médiateur de la famille. Il était clairement mal à l'aise, tripotant sa casquette dans ses mains. « Émilie » a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. « Puis-je entrer ? Tes parents m'ont demandé de parler avec toi. »
J'aurais pu fermer la porte au nez, mais l'oncle Robert avait toujours été décent avec moi. Contrairement à mes parents, il traitait Lisa et moi de manière égale. Je l'ai laissé entrer. Écoute, a-t-il dit, s'asseyant lourdement sur mon canapé. Je ne connais pas tous les détails de ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a un grand désordre dans la maison que tu as aidé à construire, et tes parents sont désespérés. Ils m'ont dit de te dire qu'ils vont diviser la propriété également entre toi et Lisa si tu les aides à réparer les problèmes. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. L'audace était telle que je ne pouvais que rire. Oncle Robert, ai-je dit, ils m'ont volé. J'ai payé chaque brique, chaque vis, chaque goutte de peinture dans cette maison. J'ai travaillé tous les week-ends pendant des mois. Et le jour où elle a été finie, ils m'ont expulsé comme si j'étais des détritus. Et maintenant ils veulent m'offrir la moitié de ce qui était déjà à moi. Il a soupiré, paraissant encore plus mal à l'aise. Émilie, je comprends que tu sois blessée. Blessée, ai-je interrompu. Oncle, ils m'ont utilisé. Ils m'ont complètement utilisé. Ils m'ont laissé investir tout ce que j'avais dans un mensonge. Et quand ils n'avaient plus besoin de moi, ils m'ont jeté sans réfléchir à deux fois. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, doucement, tu as raison. Ce qu'ils ont fait était mal. C'était la première fois que quelqu'un de la famille l'admettait. Mais, a-t-il continué, ce sont tes parents, Émilie. Et Lisa est ta sœur. Les familles commettent des erreurs. Parfois de grosses erreurs. Mais c'est encore de la famille. La famille ne fait pas ça, ai-je répondu. La famille ne t'utilise pas puis te jette. La famille ne sacrifie pas un enfant pour sauver un autre. Oncle Robert n'avait pas de réponse à cela. Il est resté quelques minutes de plus, essayant de me convaincre de au moins répondre à leurs appels, mais je suis restée ferme. Quand il est parti, j'ai vu dans ses yeux qu'il savait que j'avais raison. Après que l'oncle Robert soit parti, je me suis sentie étrangement en paix pour la première fois en semaine. Quelqu'un de la famille avait finalement reconnu que ce qu'il m'avait fait était mal. Cela ne changeait rien, mais au moins cela confirmait que je n'étais pas folle ou dramatique comme ils insistaient. Dans la 5e semaine, les tactiques sont devenues plus sales. Lisa est apparue à mon travail. Elle a réussi à passer par la réception en disant que c'était une urgence familiale, que nos parents s'étaient blessés. Quand elle m'a trouvée dans mon bureau, ses yeux étaient rouges et gonflés, elle avait clairement pleuré pour de vrai. « S'il te plaît » a-t-elle dit, fermant la porte derrière elle. « Je sais que tu es en colère contre moi, mais tu dois m'écouter. »« Elisa, tu ne peux pas apparaître à mon travail » ai-je dit, gardant ma voix basse mais ferme. « Et mentir sur le fait que nos parents se soient blessés était bas, même pour toi. » J'étais désespérée, a-t-elle dit, se jetant dans la chaise en face de mon bureau. « Émilie, la situation est terrible. Bien pire que ce qu'ils t'ont dit. Toute la maison est infestée de moisissures maintenant. L'odeur est si forte que les voisins se plaignent. Papa a dépensé plus de 20 000 reais en essayant de réparer, et chaque entreprise qu'il appelle découvre de nouveaux problèmes. Je l'ai observée pendant qu'elle parlait. Lisa avait toujours été bonne pour jouer la comédie, mais cette fois elle semblait vraiment paniquer. Ses mains tremblaient quand elle a passé ses doigts dans ses cheveux. Et ce n'est pas seulement l'argent, Maman et papa se disputent constamment. Hier j'ai entendu maman pleurer dans la salle de bain. Elle a dit que peut-être il devrait vendre la maison principale pour payer les réparations. Et c'est tout de ma faute. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Et non, Lisa, ai-je dit calmement. Ce n'est pas de ta faute. C'est de leur faute. Ils ont pris la décision de me voler pour te donner quelque chose qui n'était pas à eux de donner. Ils ont choisi d'embaucher du travail mal fait pour économiser de l'argent. Ce sont les conséquences de leur choix. Mais tu peux aider, a-t-elle insisté, se penchant vers l'avant. Tu connais les entrepreneurs originaux. Tu comprends comment la maison a été construite. Tu peux découvrir ce qui a mal tourné et comment le réparer. Et pourquoi ferais-je ça? La question l'a prise au dépourvu. Elle a cligné des yeux plusieurs fois avant de répondre, parce que nous sommes de la famille? Famille, ai-je répété. Elisa, dis-moi quelque chose. Dans une vraie famille, la sœur aînée devrait-elle financer et construire une maison pour que la sœur cadette y vive? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Vous m'avez utilisée comme banque et constructrice gratuite, et quand le produit a été fini, vous m'avez expulsée. Et maintenant qu'il y a des problèmes, vous voulez m'utiliser comme technicienne et consultante gratuite aussi. Lisa a recommencé à pleurer, mais cette fois cela semblait plus calculé. Émilie,
Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Quand papa a dit que la maison serait à moi, j'ai pensé. J'ai cru que vous aviez parlé et étiez arrivé à un accord. Mensonge. Elle était là quand mon père m'a tendu les valises. Elle a vu ma tête de choc. Elle m'a entendu protester qu'ils avaient promis que ce serait à moi. Et malgré tout, elle a fait des commentaires sur comment je n'avais pas vraiment besoin de la maison. Elisa, sors de mon bureau, ai-je dit, reportant mon attention sur l'ordinateur. Et ne reviens plus. Si tu as quelque chose à me dire, ça peut être par l'intermédiaire d'un avocat. Avocat. Sa voix a monté de ton. Émilie, tu ne peux pas être sérieuse. Complètement sérieuse. J'ai dépensé plus de 100 000 reais dans cette maison. J'ai tous les reçus, tous les contrats, toutes les preuves que l'argent était le mien. Alors oui, si nécessaire, je vais résoudre ça légalement. La mention d'action légale a complètement changé l'expression de son visage. Le désespoir dramatique a été remplacé par quelque chose de plus calculateur, plus froid. Tu ferais ça? Tu poursuivrais ta propre famille en justice? Ma famille m'a déjà poursuivi en premier, ai-je répondu sans quitter l'écran des yeux. Seulement ils l'ont fait sans tribunal, sans chance de défense, sans procédure régulière. Au moins le système légal me donnerait une audience équitable. Lisa est partie en soufflant, murmurant quelque chose sur comment j'avais toujours été froide et calculatrice. C'était drôle comme ma rationalité était toujours vue comme un défaut de caractère quand elle ne bénéficiait pas à leur plan. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé. Message après message de mes parents, alternant entre colère et panique. Comment pouvais-je menacer la famille? Comment pouvais-je être si cruel avec ma sœur? Ne comprenaient-ils pas que les problèmes de famille se règlent en famille? Mais au milieu des messages hystériques, il y en avait un qui a attiré mon attention. C'était de mon père, envoyé clairement dans un moment de colère. Émilie, si tu penses que tu vas obtenir quelque chose en poursuivant ta propre famille, tu te trompes lourdement. La maison est sur notre terrain. Tu n'as aucun droit légal sur elle. Et si tu insistes sur cette voie, tu découvriras que la famille peut être plus compliquée que tu ne le penses. C'était une menace mal déguisée. Mon père m'avertissait que si je portais ça devant les tribunaux, il se battrait salement. Il prétendrait probablement que ma contribution était un cadeau à la famille, que j'avais volontairement aidé dans un projet familial sans attente de retour. C'était exactement le genre de choses qu'il ferait. Réécrire l'histoire pour se protéger, même si cela signifiait détruire complètement toute relation restante avec moi. Cette nuit-là, assise dans mon petit appartement loué, j'ai finalement compris l'étendue complète de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Il s'agissait de 30 ans de conditionnement, de m'apprendre que mon rôle dans la famille était d'être utile, pas aimé. D'être la ressource, pas la priorité. Ils ne changeraient jamais. Ils ne verraient jamais ce qu'ils avaient fait comme mal. Pour eux, j'étais irrationnelle, vindicative, égoïste. Lisa serait toujours la victime qui méritait d'être sauvée. Et je serais toujours celle qui devrait faire le sauvetage. Et pour la première fois, j'étais d'accord avec ça. Parce que je comprenais finalement que leur opinion sur moi n'importait plus. J'avais passé 3 décennies à essayer de me prouver digne de leur amour, et j'avais finalement réalisé que cet amour avait des conditions que je ne pourrais jamais satisfaire. Ils m'aimaient quand j'étais utile. Ils me toléraient quand j'étais pratique. Et ils me jetaient quand quelqu'un d'autre avait besoin de ce que je pouvais offrir. Mais je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais plus besoin de me contorsionner pour rentrer dans le rôle qu'ils avaient créé pour moi. Dans la 6e semaine, leur situation est apparemment devenue encore pire. Les messages mentionnaient maintenant que le département de la santé de la ville avait été appelé à cause de la moisissure, et ils faisaient face à la possibilité d'amende s'ils ne résolvaient pas rapidement le problème. La maison était officiellement condamnée comme inhabitable. Lisa vivait dans un hôtel que mes parents payaient, et les dépenses s'accumulaient rapidement. L'entrepreneur original qu'ils avaient embauché pour économiser avait littéralement disparu, téléphone déconnecté, adresse fausse, tout. Et puis vint l'appel que j'attendais depuis des semaines. Mon téléphone a sonné un jeudi soir. Le nom sur l'écran était « Papa », mais cette fois j'ai répondu. Émilie. Sa voix sonnait épuisée, vaincue d'une façon que je n'avais jamais entendue avant. Il faut que tu me parles. J'écoute. Il y a eu une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer lourdement de l'autre côté de la ligne. Nous avons commis une erreur. Les mots sortaient lentement, comme s'il arrachait chacun d'eux de l'intérieur de lui. Une grosse erreur. Je n'ai rien dit. Je n'allais pas lui faciliter les choses.
La maison est une ruine complète, Émilie. En plus de la moisissure et des problèmes électriques, maintenant nous découvrons que les fondations ont des fissures. Apparemment, l'imbécile que j'ai embauché n'a fait le travail correctement sur aucune partie. Ça va coûter plus de 80 000 reais pour tout réparer, et c'est si c'est possible de réparer. 80 000 reais. Presque la même valeur que j'avais investie originalement dans la construction. Et Lisa, il a soupiré profondément. Et Lisa ne gère pas bien ça. Elle est à l'hôtel depuis 3 semaines, et hier elle a essayé. Eh bien, elle a pris quelques comprimés en trop. Ce n'était rien de sérieux, mais ta mère panique. Là c'était le chantage émotionnel final. Lisa essayant de se faire du mal, ou au moins prétendant essayer, pour forcer tout le monde à courir à son secours encore une fois. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Émilie, s'il te plaît. Maintenant il pleurait clairement. Je sais que tu as tout le droit de nous haïr. Ce que nous avons fait était impardonnable. Mais ta sœur a besoin d'aide, ta mère est détruite, et je ne sais plus quoi faire. Papa, ai-je dit calmement, vous avez créé cette situation. Vous avez pris les décisions qui ont mené à ça. Et maintenant vous allez devoir vivre avec les conséquences. Mais tu peux nous aider. Tu comprends la construction, tu connais des gens, tu pourrais. Je pourrais. Mais je ne le ferai pas. Le silence qui a suivi était assourdissant. Émilie, s'il te plaît. Je supplie. Pas pour la maison, pas pour moi. Pour ta sœur. Pour ta mère. Et pour moi, ai-je demandé. Est-ce que quelqu'un a supplié pour moi quand vous m'avez volé? Est-ce que quelqu'un s'est inquiété pour moi quand je me suis retrouvée sans maison, sans économie, sans rien? Où était toute cette préoccupation familiale quand j'en avais besoin? Nous pensions que tu serais assez forte. Pour porter le poids de vos mauvaises décisions? Pour être sacrifiée pour le bien de Lisa encore une fois? Oui, papa, j'ai été assez forte. Mais pas de la façon que vous attendiez. Plus de silence. Qu'est-ce que tu veux de nous, Émilie? Qu'est-ce qui te fera nous pardonner? C'était une question intéressante. Que voulais-je? Vengeance? Justice? Des excuses sincères? Je ne veux rien de vous, ai-je répondu honnêtement. Je ne veux pas votre argent, je ne veux pas la maison détruite, je ne veux même pas d'excuses. Parce que des excuses ne signifient quelque chose que si la personne comprend vraiment ce qu'elle a fait de mal, et vous ne comprenez pas. Nous comprenons. Non, vous ne comprenez pas. Vous pensez que me demander pardon d'avoir blessé mes sentiments va tout réparer. Vous pensez que si vous m'offrez un petit morceau de ce qui était mien par droit, je vais revenir en courant et résoudre un autre désordre que vous avez créé. Émilie. Vous ne comprenez pas que vous m'avez volé 30 ans de ma vie. Que vous m'avez conditionné à accepter des miettes d'amour pendant que je donnais des banquets de dévotion. Que vous m'avez appris que ma valeur était d'être utile, pas d'être aimée. Ma voix montait de ton malgré mes efforts pour la garder contrôlée. Vous ne comprenez pas que quand vous m'avez expulsé de cette maison, vous ne me retiriez pas seulement un endroit où vivre. Vous me disiez que 30 ans d'être la fille parfaite, de prendre soin de tout le monde, de sacrifier mes propres rêves pour les vôtres, ne signifiait rien. Qu'à la fin, j'étais jetable. Maintenant je pleurais, mais ma voix restait ferme. Alors non, papa. Je ne vais pas vous aider. Non pas parce que je veux me venger, mais parce que j'ai finalement appris que ce n'est pas mon travail de réparer les conséquences de vos mauvais choix. Émilie, s'il te plaît. Et à propos de Lisa, ai-je continué, c'est une adulte de 28 ans. Si elle menace de se faire du mal parce qu'elle n'a pas obtenu une maison gratuite, peut-être qu'il est temps que vous arrêtiez de la traiter comme un enfant incapable de faire face à la réalité. Peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne que les actions ont des conséquences. Tu ne peux pas être sérieuse. Complètement sérieuse. Lisa a besoin de thérapie professionnelle, pas de plus de cadeaux chers pour masquer ses problèmes. Et vous deux avez besoin d'apprendre que vous ne pouvez pas utiliser une fille pour réparer les problèmes de l'autre. Il y a eu plus de silence, puis mon père a fait une dernière tentative. Émilie, si tu nous aides maintenant, je promets que les choses vont être différentes. Nous allons vous traiter toutes les deux également à partir de maintenant. Nous allons. Papa, ai-je interrompu, vous avez eu 30 ans pour me traiter également. Je ne vais pas donner une autre chance pour que vous me décevez. Et j'ai raccroché. Pour la première fois en semaine, je me suis sentie complètement en paix. Non pas parce que j'avais obtenu ma vengeance ou parce qu'il souffrait. Mais parce que j'avais finalement dit tout ce qui devait être dit. J'avais finalement établi des limites qui ne pouvaient pas être franchies.
Mon téléphone a recommencé à sonner immédiatement. Je l'ai éteint et j'ai bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué les numéros de ma mère et de Lisa aussi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison de mes parents avec mes valises à la main, j'ai dormi profondément. Parce que je comprenais finalement que la fille qu'ils avaient perdue, l'Émilie utile, pratique, sacrificielle, ne reviendrait jamais. Et l'Émilie qui restait ? Cette Émilie était finalement libre. Dans les jours qui ont suivi, la sensation de liberté était presque enivrante. Pour la première fois de ma vie adulte, je me réveillais sans ce poids dans la poitrine, sans l'anxiété constante sur quel serait le prochain problème de la famille que je devrais résoudre. Il n'y avait pas de message désespéré auquel répondre, pas de crise de Lisa à gérer, pas d'attente silencieuse de mes parents pesant sur chaque décision que je prenais. Mais la paix n'a duré qu'une semaine. Un lundi matin, pendant que je prenais mon café avant le travail, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas, élégante, bien habillée, avec une mallette exécutive dans la main. Mademoiselle Émilie Santos, a-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. Oui. Mon nom est Dr Carla Mendonça. Je suis avocate de la famille. Vos parents m'ont engagée pour résoudre une situation délicate vous impliquant vous et votre famille. Mon estomac s'est serré. Ils avaient vraiment engagé une avocate. Non pas pour se protéger d'une possible action légale de ma part, que je n'avais jamais vraiment menacé de faire, mais pour m'attaquer en premier. Puis-je entrer ? Je crois qu'il serait mieux que nous parlions en privé. Une partie de moi voulait fermer la porte au nez, mais ma curiosité a été plus forte. Je l'ai laissée entrer et j'ai offert du café, qu'elle a refusé poliment. Mademoiselle Santos, a-t-elle commencé, s'asseyant au bord de mon canapé avec une posture professionnelle impeccable, vos parents m'ont approché parce qu'ils sont très préoccupés par vous et par la situation familiale actuelle. Préoccupés par moi ? J'ai failli rire. Timing intéressant pour cette préoccupation. Ils m'ont dit que vous avez fait des menaces contre la famille, y compris des menaces légales infondées, et que vous avez refusé tout type de dialogue constructif. Dialogue constructif. J'ai répété les mots lentement. C'est comme ça qu'ils appellent me supplier de réparer les problèmes qu'ils ont créés. L'avocate a ouvert sa mallette et en a retiré quelques documents. Mademoiselle Santos, vos parents veulent résoudre cela à l'amiable. Ils sont disposés à vous payer pour votre contribution dans la construction de la maison d'hôte. Elle a glissé un papier dans ma direction. C'était un chèque de 50 000 reais. 50 000, ai-je dit, regardant la valeur. Pour une maison qui a coûté plus de 100 000 et a été construite entièrement avec mon argent. Eh bien, a dit l'avocate, ajustant ses lunettes, il y a quelques complications légales avec votre revendication. La construction a été faite sur une propriété appartenant à vos parents. Il n'y a pas de contrat formel établissant vos droits sur la structure. Et franchement, les cadeaux familiaux ne créent pas d'obligations légales. Cadeaux familiaux ? Vos parents ont toujours compris que votre contribution était un geste généreux de fille pour aider la famille. Ils n'ont jamais promis formellement de vous donner la maison. La réécriture de l'histoire se déroulait devant moi, en temps réel, avec des conseils juridiques professionnels. Docteur Carla, ai-je dit, gardant ma voix calme, vos clients vous ont menti. Mademoiselle Santos. Ils m'ont dit répétitivement que la maison serait à moi. J'ai des messages textes confirmant cela. J'ai des emails discutant les plans comme s'ils étaient pour ma résidence personnelle. Et j'ai des témoins de conversation où ils ont confirmé que c'était pour moi. Son expression a vacillé légèrement. En plus, ai-je continué, je n'ai jamais fait de menaces légales contre eux. J'ai mentionné à ma sœur que j'avais des droits sur l'argent que j'avais investi, mais je n'ai jamais menacé de poursuivre qui que ce soit. Donc, s'ils vous ont engagé basé sur ces informations, ils ont menti à ce sujet aussi. Docteur Carla a regardé ses papiers, reconsidérant clairement la situation. Cependant, a-t-elle dit après un moment, le fait demeure que la propriété est sur leur terrain, et résoudre cela dans les tribunaux serait compliqué pour tous les impliqués. Et cher, ai-je ajouté. Oui, et cher. C'est pourquoi ils aimeraient résoudre à l'amiable. 50 000 reais est une offre généreuse considérant les circonstances. J'ai pris le chèque et je l'ai étudié. 50 000 reais. La moitié de ce que j'avais investi, mais quand même de l'argent que je pourrais utiliser pour recommencer. Une partie de moi était tentée. Ce serait plus facile d'accepter, de passer à autre chose, de ne pas avoir à gérer plus cette situation. Mais alors j'ai pensé à ce qu'accepter cet argent signifierait. Cela signifierait être d'accord avec leur version de l'histoire. Cela signifierait leur permettre de réécrire des décennies d'abus émotionnels comme des
malentendus familiaux. Cela signifierait les laisser s'en tirer impunément de m'avoir utilisé et jeté. Non, ai-je dit, rendant le chèque. Mademoiselle Santos, s'il vous plaît reconsidérez. C'est vraiment une offre très juste. Docteur Carla, avec tout le respect, vous ne comprenez pas la vraie situation ici. Vos clients n'essaient pas de résoudre un malentendu sur l'argent. Ils essaient d'acheter mon silence et ma complicité dans un récit qui les absout de toute responsabilité. Je me suis levée, indiquant que la conversation était terminée. Et franchement, 50 000 reais n'est pas assez d'argent pour me faire prétendre que 30 ans d'abus émotionnels ne se sont jamais passés. Abus émotionnels ? L'avocate semblait sincèrement surprise. Mademoiselle Santos, vos parents n'ont mentionné rien sur. Bien sûr qu'ils n'ont rien mentionné. Les gens qui commettent l'abus émotionnel reconnaissent rarement que c'est ce qu'ils font. Pour eux, c'était juste administrer la famille ou protéger la fille qui avait le plus besoin. Docteur Carla a remis les documents dans sa mallette, clairement mal à l'aise. Eh bien, a-t-elle dit, l'offre reste ouverte si vous changez d'avis. Je ne changerai pas. Après qu'elle soit partie, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit un long email à mon oncle Robert. J'ai expliqué toute la situation, non seulement ce qui s'était passé avec la maison, mais le pattern de décennies de favoritisme et manipulation. J'ai parlé de la visite de l'avocate et de la tentative de m'acheter avec la moitié de l'argent que j'avais investi. L'oncle Robert m'a appelé 2 heures plus tard. « Émilie, a-t-il dit sans détour, je ne savais pas que la situation était si mauvaise. La plupart des gens ne savent pas. Ils sont très bons pour maintenir les apparences. Et écoute, j'ai parlé avec ta tante après que j'ai quitté ton appartement la semaine dernière. Nous nous souvenons tous les deux de plusieurs situations au fil des années où nous avons remarqué des disparités dans la façon dont il te traitait toi et Lisa. À l'époque, nous pensions que c'était juste une différence de personnalité des parents, que peut-être Lisa avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était plus sensible. Et j'avais besoin de moins parce que j'étais plus forte. Exactement. Mais maintenant, voyons tout ensemble. Émilie, ce n'est pas normal. Ce qu'ils t'ont fait n'est pas un comportement normal de parent. C'était une validation de quelqu'un qui avait observé notre famille de l'extérieur pendant des décennies. Quelqu'un qui n'avait pas d'intérêt à protéger des secrets familiaux ou maintenir des apparences. Oncle Robert, puis-je te poser une question ? Bien sûr. Si tu étais moi, que ferais-tu ? Il est resté silencieux pendant un long moment. Honnêtement ? Je ferais exactement ce que tu fais. Je couperais le contact et reconstruirais ma vie loin de cette toxicité. Même étant de la famille ? Émilie, la famille n'est pas à propos de l'ADN. C'est à propos d'amour, respect et soutien mutuel. Ce que tes parents ont fait n'était pas familial, c'était de l'exploitation. Après l'appel, je me suis sentie plus confiante de ma décision. Mais je savais aussi qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Et j'avais raison. 3 mois se sont passés dans une paix relative. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, j'ai commencé la thérapie pour traiter des décennies de conditionnement familial, et pour la première fois de ma vie adulte, je vivais vraiment pour moi-même. Il n'y avait pas de crise de Lisa à résoudre, pas d'attente silencieuse de mes parents, pas le poids constant d'avoir à être la fille responsable. Mais j'aurais dû savoir que la paix ne durerait pas. Un vendredi après-midi, j'ai reçu un appel de l'agence immobilière où je louais mon nouvel appartement. La voix de l'assistante sonnait gênée. Mademoiselle Santos, je regrette d'informer que nous avons reçu une plainte formelle sur vous des propriétaires de l'immeuble. Apparemment, quelqu'un les a approchés avec des informations préoccupantes sur votre stabilité financière et émotionnelle. Mon sang s'est glacé. Quel type d'informations ? Eh bien, selon ce qui nous a été rapporté, vous avez un historique de ne pas honorer les engagements financiers familiaux, que récemment vous avez fait des menaces contre des membres de la famille, et que vous pourriez représenter un risque pour la propriété. Ils m'avaient trouvé. Et non satisfaits de m'avoir volé et d'avoir essayé de m'acheter, maintenant ils essayaient de saboter ma nouvelle vie. Puis-je savoir qui a fait ces allégations ? Un monsieur Joao Santos s'est identifié comme votre père. Il a dit qu'il était préoccupé parce que vous aviez pété un câble récemment et que la famille essayait de vous aider, mais vous étiez agressive et irrationnelle. Joao Santos. Mon père avait appelé mes propriétaires pour me saboter. Il avait raconté des mensonges sur moi à des étrangers dans le but spécifique de me nuire. Et vous avez cru ça sans me consulter d'abord ? Eh bien, il semblait très convaincant et préoccupé. Et il a fourni des détails spécifiques sur une dispute financière impliquant une propriété.
Détails spécifiques. Bien sûr. Il avait tordu l'histoire pour faire sembler que j'étais celle qui posait problème dans la situation. Mademoiselle Santos, nous allons avoir besoin que vous prouviez votre stabilité financière à nouveau et peut-être envisager de chercher des conseils pour résoudre ces questions familiales avant qu'elles affectent votre capacité à maintenir le loyer. J'ai raccroché le téléphone avec les mains tremblantes de colère. Il ne s'était pas contenté de me voler. Il ne s'était pas contenté de la tentative d'acheter mon silence. Maintenant il sabotait activement ma capacité à reconstruire ma vie. Mais commettre cette erreur était la goutte d'eau dont ils avaient besoin pour me transformer de victime en adversaire. Parce qu'en contactant mes propriétaires, mon père avait commis quelque chose que je pouvais prouver. Diffamation. Interférence dans une relation contractuelle. Et j'avais tout documenté. Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit civil. Dr Marcos Oliveira a écouté toute mon histoire, examiné mes documents, tous les justificatifs de paiement de la construction, les messages textes de mes parents promettant que la maison serait à moi, email discutant les plans, et maintenant l'enregistrement de l'appel de l'agence immobilière que j'avais demandé. Mademoiselle Santos, a-t-il dit après avoir tout analysé, vous avez un cas très solide. Non seulement pour récupérer la valeur investie dans la construction, mais aussi pour des dommages moraux significatifs. Je ne veux pas leur argent, ai-je dit. Je veux qu'ils arrêtent d'essayer de saboter ma vie. Je comprends. Mais parfois, la seule langue que ce type de personne comprend est les conséquences financières réelles. Il avait raison. Pendant des décennies, mes parents ont opéré sans conséquences réelles pour leurs actions. Il y avait toujours quelqu'un, généralement moi, pour absorber l'impact des problèmes qu'ils créaient. En plus, a continué Dr Marcos, en contactant vos propriétaires avec des informations fausses destinées à vous nuire, votre père a commis diffamation et interférence délictuelle. C'est criminel, pas seulement civil. J'ai autorisé qu'il procède avec l'action légale. Non par vengeance, mais parce que j'ai compris que c'était la seule façon de me protéger de futures interférences. La citation a été livrée à la maison de mes parents un jeudi. Le vendredi, mon téléphone a explosé avec des messages des numéros débloqués qu'ils avaient réussi à trouver. Les messages étaient révélateurs. Il n'y avait pas d'excuse ou de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Seulement de la colère et de l'incrédulité que j'ai osé les poursuivre. Émilie, c'est de la folie, disait un message de ma mère. Nous sommes ta famille. Comment peux-tu nous faire ça? Tu détruis notre famille à cause d'argent, a écrit Lisa. Maman prend des calmants à cause de toi. Comment peux-tu être si cruelle? Mais c'était le message de mon père qui a vraiment montré qui ils étaient. Émilie, si tu penses que tu vas obtenir quelque chose avec ça, tu te trompes lourdement. Nous allons nous battre avec tout ce que nous avons. Et quand nous aurons fini, tu découvriras ce que signifie vraiment ne pas avoir de famille. Plus de menaces. Même en faisant face à une action légale pour leurs actions, ils me menaçaient encore. J'ai transféré tous les messages à mon avocat. Le procès a duré 8 mois. Pendant ce temps, j'ai découvert des choses sur mes parents que je n'avais jamais imaginées. Pendant la phase de découverte de preuves, il est devenu clair qu'ils avaient planifié de m'expulser de la maison bien avant qu'elle soit finie. Dr Marcos a trouvé des emails entre eux et Lisa 2 mois avant, discutant comment annoncer la nouvelle à moi. Plus dévastateur encore, il a trouvé des registres montrant qu'ils avaient utilisé mon nom et mes informations personnelles pour obtenir une partie du financement de la construction sans ma connaissance. Techniquement, ils avaient commis une fraude. Mais ce qui a vraiment fini toute possibilité de réconciliation était ce que nous avons découvert sur Lisa. Elle ne traversait pas une période difficile après le divorce. Elle avait reçu un héritage substantiel de la grand-mère paternelle, plus de 200 000 reais, seulement 2 mois avant qu'il décide de me donner la maison à elle. Lisa avait de l'argent. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu. Il ne m'avait pas volé pour sauver une sœur désespérée financièrement. Il m'avait volé pour donner encore plus à quelqu'un qui avait déjà l'abondance. Quand j'ai confronté mon avocat avec cette information, il a secoué la tête incrédule. Émilie, votre famille ne vous a pas seulement volé. Ils ont orchestré une fraude élaborée pendant que votre sœur avait des ressources suffisantes pour construire 10 maisons. Le jugement a été éclairant. Mes parents sont arrivés accompagnés de leur avocate, Dr Carla, qui maintenant semblait beaucoup moins confiante que quand elle était apparue dans mon appartement des mois avant. Lisa n'a pas comparu, apparemment elle était émotionnellement trop fragile pour faire face au tribunal. J'ai témoigné en premier, présentant la chronologie complète des événements, tous les documents financiers, et les messages textes et emails promettant que la maison serait à moi. J'ai parlé calmement, factuellement, sans dramatisation.
Puis ça a été le tour de mes parents. Sous serment, mon père a essayé de maintenir le récit que ma contribution avait été un cadeau familial. Mais quand Dr Marcos a présenté les emails de lui et de ma mère planifiant de m'expulser de la maison des mois avant qu'elle soit finie, son histoire a commencé à s'effondrer. Monsieur Santos, a demandé Dr Marcos, si la contribution de votre fille était un cadeau familial sans attente de retour, pourquoi êtes-vous documenté discutant comment annoncer la nouvelle à elle qu'elle ne pourrait pas vivre dans la maison? Eh bien, nous étions. Les circonstances ont changé. Les circonstances ont changé comment? Votre fille Lisa a reçu un héritage de 200 000 reais pendant cette période. Elle n'était pas désespérée financièrement, n'est-ce pas? Mon père est resté silencieux. Etagem, Santos, vous avez contacté les propriétaires de l'appartement de votre fille Émilie avec des informations fausses sur elle, n'est-ce pas? J'étais inquiet pour elle. Inquiet assez pour potentiellement la laisser sans logement? À partir de là, c'était une chute libre. Ma mère a essayé l'appel émotionnel, elle a parlé de l'inquiétude pour Lisa, d'essayer de garder la famille unie, de comment il n'avait jamais imaginé que je réagirais si drastiquement. Mais le juge avait vu les documents. Il avait lu les emails. Il avait entendu l'enregistrement de l'appel de l'agence immobilière. La sentence était claire et compréhensive. Mes parents ont été condamnés à me payer 150 000 reais, la valeur totale que j'avais investie dans la construction plus la correction monétaire. Additionnellement, ils devaient payer 50 000 en dommages moraux pour la souffrance émotionnelle et les tentatives de sabotage de ma vie. Plus important pour moi, ils ont été interdits judiciairement de faire tout contact avec moi ou d'interférer dans ma vie de quelque façon que ce soit. Toute violation de cet ordre résulterait en amende substantielle et possible emprisonnement. Mais la vraie justice est venue après, de façon que je n'aurais jamais pu planifier. 3 semaines après le jugement, j'ai reçu un appel de l'oncle Robert. « Émilie, a-t-il dit, sonnant fatigué, je dois te dire ce qui se passe ici. » Apparemment, l'histoire du jugement s'était répandue dans la famille étendue et le cercle social de mes parents. Les gens posaient des questions. Comment avaient-ils pu faire ça à leur propre fille? Comment Lisa pouvait-elle accepter une maison construite avec l'argent de sa sœur, sachant qu'elle venait d'hériter une fortune? Ta cousine Anna m'a appelé hier, a continué l'oncle Robert. Elle a dit qu'elle avait toujours trouvé étrange comment il te traitait différemment, mais elle pensait que ce n'était pas ses affaires. Maintenant elle se sent coupable de n'avoir jamais rien dit. D'autres parents avaient des révélations similaires. Des situations qu'ils avaient témoignées au fil des années, de petites cruautés qu'ils avaient ignorées ou rationalisées, maintenant prenaient sens dans le pattern plus large d'abus. Et il y a plus, a dit l'oncle Robert avec hésitation. Elisa et tes parents se disputent méchamment. Apparemment, quand elle a découvert qu'ils avaient utilisé ces informations financières pour obtenir une partie du prêt de construction, elle était furieuse. Non pas parce qu'elle se souciait de toi, mais parce que ça aurait pu affecter son crédit. Bien sûr. Lisa n'était pas contrariée par l'injustice. Elle était contrariée par l'inconvénient. Elle a déménagé de retour dans son appartement la semaine dernière. Et Émilie. Elle dit à tout le monde qu'elle n'a jamais demandé qu'il lui donne la maison, que c'était tout leur idée. L'ironie était parfaite. Après des décennies d'être la fille favorite, Lisa expérimentait finalement ce que c'était d'être jetée sous l'autobus par nos parents. Et sa réaction était exactement ce que j'attendrais, un manque complet de responsabilité personnelle. Mais la meilleure partie est venue 2 mois plus tard. Mon avocat m'a appelé avec une mise à jour intéressante. Émilie, vous vous souvenez que vous avez mentionné que la maison originale avait encore des problèmes structurels sérieux? Oui. C'est pourquoi Lisa n'a jamais pu emménager. Eh bien, apparemment vos parents ont finalement engagé un ingénieur structurel pour évaluer la situation. Le rapport que j'ai reçu par des canaux légaux. La maison doit être complètement démolie. Les problèmes dans les fondations sont si sérieux que réparer coûterait plus que construire une nouvelle. Je suis restée silencieuse, traitant l'information. Émilie, cela signifie qu'ils ont dépensé plus de 100 000 reais en essayant de réparer une structure qui ne pourrait jamais être sauvée. Et maintenant ils vont devoir dépenser plus 50 000 pour démolir et nettoyer le terrain. Justice poétique. La maison qu'ils m'avaient volée s'était littéralement effondrée dans leurs mains. Toute la souffrance qu'ils avaient causée, toute la manipulation, toute la cruauté, et à la fin, ils n'avaient rien à montrer sauf un terrain vide et une famille détruite. Il y a encore une chose, a continué Dr Marcos. La ville les a amendés pour laisser une structure dangereuse sur le terrain. Plus 15 000 reais. J'ai raccroché le téléphone et, pour la première fois en moi, j'ai ri fort. Non par malice, mais par pure ironie de la situation.
Ils avaient détruit notre relation familiale pour une maison qui s'est avérée être littéralement un château de cartes. 6 mois plus tard, j'étais assise sur la véranda de mon nouvel appartement, un endroit magnifique que j'ai réussi à louer avec une partie de l'argent de la sentence, quand j'ai reçu une lettre inattendue. C'était de Lisa. Écrite à la main, plusieurs pages. Émilie, commençait-elle, je sais que tu ne veux probablement rien entendre de moi, mais je dois t'écrire cette lettre. Non parce que j'espère le pardon ou parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que je comprends finalement ce qui s'est passé toutes ces années. J'ai continué à lire, sceptique mais curieuse. Après que tu sois partie et que tout s'effondre, j'ai commencé à faire de la thérapie. Non par choix propre, mais parce que mes propres amis m'ont dit que j'avais besoin d'examiner mon rôle dans tout ça. Et Émilie, j'ai découvert des choses sur moi-même que je ne voulais pas voir. La lettre continuait pendant des pages, détaillant comment Lisa avait finalement reconnu le pattern de comportement qui avait duré des décennies. Comment elle avait appris à manipuler les situations pour toujours être vue comme la victime qui avait besoin d'être sauvée. Comment elle avait contribué activement à me mettre dans le rôle de « résolutrice de problèmes » de la famille. Je n'ai pas seulement permis qu'il te traite comme deuxième option, a-t-elle écrit. J'ai encouragé. Chaque fois que je faisais du drame sur quelque chose, je savais que tu serais appelé pour réparer. Chaque fois que j'agissais comme si je ne pouvais pas gérer des responsabilités basiques, je savais que tu prendrais le relais. Et j'aimais ça. J'aimais être traitée comme spéciale, même en sachant que c'était à tes dépens. C'était la reconnaissance la plus honnête que j'avais jamais reçue de tout membre de ma famille. Émilie, je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Je sais que je ne peux pas défaire 30 ans d'abus. Mais je veux que tu saches que je comprends finalement ce que nous avons perdu quand nous t'avons perdu. Non seulement comme famille, mais comme personne. Tu étais la meilleure d'entre nous, et nous t'avons puni pour ça. La lettre terminait simplement, j'espère que tu as trouvé la paix que tu mérites. Lisa. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Non parce que je planifiais répondre, mais parce qu'elle représentait quelque chose d'important, la reconnaissance que je n'avais pas imaginé l'abus, que je n'avais pas été trop sensible ou trop dramatique. Ça avait été réel, et au moins une personne de ma famille l'admettait finalement. 1 an après le jugement, je vivais une vie que je pouvais à peine imaginer avant. J'avais un appartement que j'adorais, une relation saine avec un homme qui me valorisait sincèrement, et pour la première fois de ma vie, mes décisions étaient basées sur ce que je voulais, non sur ce que les autres avaient besoin de moi. Plus important, j'ai appris à reconnaître les tentatives de manipulation et établir des limites saines. Le conditionnement de décennies n'a pas disparu du jour au lendemain, mais avec la thérapie et la pratique consciente, je construisais de nouveaux patterns de comportement. Je n'ai plus jamais parlé avec mes parents. L'ordre judiciaire restait en vigueur, et ils avaient apparemment décidé de le respecter. Occasionnellement, je recevais des mises à jour par l'oncle Robert, ils avaient déménagé dans un appartement plus petit après avoir vendu la maison pour payer les dépenses légales et de démolition. Lisa vivait seule et, selon les rapports, faisait des progrès réels en thérapie. Mais ces informations m'arrivaient comme des nouvelles sur des étrangers. Les gens qui avaient été ma famille n'existaient plus dans ma vie, et j'étais en paix avec ça. Parce que j'ai finalement compris une vérité fondamentale, la famille n'est pas à propos du sang ou de l'ADN. C'est à propos d'amour, respect, soutien mutuel et traitement équitable. Et les gens qui m'ont élevé, malgré être mes parents biologiques, n'ont jamais vraiment été ma famille dans ce sens. Ma vraie famille maintenant consistait en l'oncle Robert et la tante Maria, qui m'ont accueilli avec un amour sincère. Elle consistait en les amis qui m'ont soutenu pendant tout ce processus. Elle consistait en l'homme qui aimait ma force au lieu d'essayer de l'utiliser contre moi. Et principalement, elle consistait en moi-même, la personne qui avait finalement appris qu'elle méritait un amour inconditionnel, un respect sincère, et la liberté de vivre pour ses propres aspirations. La maison qu'il m'avait volée s'était effondrée. Mais sur les décombres de cette trahison, j'ai construit quelque chose de beaucoup plus précieux, une vie authentique, basée sur mes propres choix, entourée de gens qui me voyaient comme priorité, pas comme ressource. Et contrairement à la maison défectueuse que mes parents avaient essayé de me voler, cette nouvelle vie avait des fondations solides. Des fondations que personne ne pourrait saboter ou me prendre. Parce que finalement elles étaient vraiment à moi.